Bonjour, j'ai 15 ans et je suis un petit lapin. Un petit lapin, chez les compagnons charpentiers, c'est l'apprenti. Car il y a 30 ans de ça, mes parents ont eu ce courage de me confier aux compagnons pour qu'ils puissent parfaire mon éducation d'homme, mais également me transmettre un métier, m'apprendre un métier. À l'âge de 15 ans, j'ai aussi eu cette chance de tomber amoureux de mon métier de charpentier. Et 30 ans plus tard, j'ai toujours cette même passion, cette même envie de le transmettre aux jeunes et à ceux avec qui je travaille. Me voilà en 1985, devant les portes de la maison de Dijon, à 800 km de chez moi, où je vais commencer mon apprentissage de charpentier. Pendant 2 ans, je vais apprendre le b.a.-ba de mon métier, mais également la vie compagnonique, des valeurs, ces valeurs que mes parents m'avaient déjà enseignées. Voilà, 2 ans sont passés, j'ai un choix à faire. Est-ce que je désire rentrer chez papa-maman avec un début de bagage sous les bras ou de tenter l'aventure? Je décide de demander aux compagnons s'ils accepteraient de m'adopter. Cette demande va être acceptée par l'ensemble des compagnons, car ce sont tous les corps de métier qui vont accepter si oui ou non je suis capable de partir sur le Tour de France. Et me voilà devenu la coterie Cabon, aspirant charpentier breton. Je vais pouvoir commencer mon Tour de France. Je reçois 2 fois par an une affectation à laquelle je me rends. Il faut savoir que lorsqu'on est sur le Tour de France, on n'a pas à chercher de travail, on n'a pas à chercher un logement. Tout ce qui est repas, linge, sont également gérés par les compagnons. Tout ce que l'on a à faire, c'est uniquement apprendre. Comme tout salarié, on travaille en entreprise et on a cette chance d'avoir tous les soirs 2 heures de cours, de 20h à 22h, également le samedi. Et j'avais également un week-end par mois était réservé à faire des maquettes. Le reste des dimanches, on s'en servait à aller visiter les régions. Me voilà déjà arrivé à la fin de mes 5 ans d'aspirant. J'arrive devant de nouvelles portes, celle de la réception, que vous devez connaître comme étant le travail, le chef-d'œuvre compagnonique. Cette étape, par contre, est une étape qui est purement corporative. C'est uniquement mon métier qui va décider si oui ou non je suis capable. C'est mon métier qui va décider si mon travail est correct. Et c'est également lui qui va me réceptionner. Sur mon projet, c'est un projet commun avec 3 autres jeunes aspirants. Les compagnons nous ont donné notre chance. Ils ont conclu que notre travail était correct et nous ont reçus compagnons. Lyonnais, la franchise, Monceau, la fidélité, Franc-Comtois, la clé des cœurs, et moi-même, Breton, la persévérance. Pourquoi ce nom de compagnon et un nom de région? Tout simplement car nos anciens, pour ne pas être fichés par la police, avaient trouvé cette astuce de ne plus s'appeler par leur nom de province, de ne plus s'appeler par leur prénom, par leur nom de famille, excusez-moi, mais par leur nom de province et une vertu. Ce travail mesurait 17,50 m de haut, pesait 24 tonnes et servait à signaler l'arrivée de l'expédition itinérante des compagnons charpentiers à travers la France. Elle exprimait aussi l'évolution du métier de charpentier à travers les siècles. Lorsque l'on est reçu compagnon charpentier, on se doit encore 3 ans. 3 ans de compagnons itinérants qui sont les plus intéressantes durant ce tour. Pour ma part, j'ai fini mon Tour de France à Berlin en 1996. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des points de passage à travers toute la planète. Et on me dit souvent que les compagnons sont un apprentissage dur, compliqué. J'ai plutôt envie de vous dire que c'est plutôt simple. Car tous les jeunes qui sont à l'intérieur de cet apprentissage n'ont qu'une envie, n'ont qu'une soif, c'est d'apprendre, de partager tout ce qu'ils ont, de toujours voir tirer ceux qui sont avec nous vers le haut. Si je devais résumer mon Tour de France en une phrase, ça serait celle-ci. Je ne suis pas là pour
me servir. Je ne suis pas là pour asservir, mais je suis là pour servir mon métier et les compagnons. Quelques années passent, je rentre en France. En 2005, je décide de créer ma petite entreprise de charpente avec mon ex-épouse pour pouvoir continuer à m'épanouir dans ma vie professionnelle. Et lorsqu'on devient patron chez les compagnons, on devient un singe. Et j'avais également cette envie de faire transmettre, de faire connaître mon métier de charpentier dans la région de Saint-Brieuc. Car il faut savoir que bon nombre de nos anciens sont malheureusement partis dans les tranchées en 14-18 pour y faire les étaiements et que très peu en sont revenus. Et avec eux, leur savoir. C'est également dans cette même période qu'un quartier de maisons passives devait voir le jour sur la commune de Bocquéo. Et lors des réunions préparatoires, ce que je pouvais entendre et qui, moi, me blessait, me faisait mal, c'était d'entendre dire que les artisans français, encore plus bretons, ne seraient pas capables de réaliser ce genre de bâtiment. J'ai pris ça comme une gifle. Car sur mon tour de France, on m'a appris une chose. On m'a appris à avoir confiance en moi et à ceux avec qui je suis. Ce n'est pas tomber qui est important, c'est comment on se relève. Et comment peut-on insuffler l'envie à des artisans de se former si on leur dit « on n'aura pas confiance en vous, vous n'êtes pas capable ». Donc il va de soi qu'en 2008, quand un projet de maison passive s'est présenté à nous, la première de Bretagne, on a répondu en fonce. Et ce que j'ai retrouvé également dans ce projet, c'est cette façon de travailler en union avec les autres artisans. Et tout ça chapeauté par un architecte, qui était le chef d'orchestre, qui a su faire jouer à ses musiciens, qui a su nous emmener pour qu'ensemble, on puisse jouer une belle mélodie. Ce qui m'a aussi plu dans cette maison passive, c'est que j'avais réussi à allier mon métier, les traditions de mon métier, et la nouvelle technologie du bâtiment. En 2011, un autre projet s'est présenté à nous. La rénovation d'une vieille longère bretonne en bâtiment passif. Les propriétaires ont trouvé dans cette maison une pierre datant de 1789. Mais ils estiment que cette pierre n'est pas d'origine, qu'elle a été récupérée d'un autre chantier pour être remise dans la maison. Ce qui veut dire quoi? C'est qu'il veut dire que les anciens savaient déjà faire du recyclage, travailler en filière courte, favoriser l'économie locale, chose qu'aujourd'hui, 200 ans plus tard, on cherche à remettre en place. On va faire maintenant le tour de la maison. La façade sud est orientée pour capter le plus de soleil possible, plus de calories possible. La façade nord et est n'ont pas d'ouverture pour se protéger des vents froids et également ne pas avoir de déperdition. À l'ouest, on a remplacé la grange par un jardin d'hiver qu'on appelle une zone tampon, dans laquelle on va pouvoir sortir de la maison, ce qui n'a pas lieu d'être dans une zone chauffée, telle que le cellier, la buanderie, une chambre d'amis, des toilettes supplémentaires. Et ce que j'ai retenu, moi, de cette maison, quand je la vois à l'extérieur, c'est qu'encore une fois, comme on m'avait appris sur le Tour de France, tout était sous nos yeux. Il suffit juste de regarder, d'observer. Nos anciens avaient déjà compris qu'il fallait, pour avoir un bâtiment sain, il fallait simplement construire logiquement, simplement. On va passer à l'intérieur de la maison. Car pour l'instant, ce que je ne vous ai pas encore parlé, c'est du système de chauffage qu'il y a dans ces maisons passives. Car il n'y a pas de chauffage. Ce chauffage, c'est nous. C'est vous. On avait tous des chaudières, qu'on soit de taille normale ou petit. L'hiver, quand il fait froid, dans ces maisons, pour pouvoir les réchauffer, il vous suffit d'inviter des amis.
on mange une galette ou deux bolées de cidre, un peu plus pour certains, et à la fin de la soirée, il fait bon. Mais le but essentiel de ces maisons, c'est de ne pas perdre de calories. Que nous, on a fourni, que l'électroménager a fourni, et qu'on a récupéré par l'ensoleillement. Pour cela, on va mettre en place une très bonne étanchéité à l'air. Et on va contrôler les sorties d'air et les entrées d'air. On trouve la même chose avec une doudoune. La doudoune, si vous ne mettez pas d'élastique au poignet, l'air va s'y engouffrer et vous aurez un ressenti de froid. Ce qui est très important, c'est de pouvoir contrôler les entrées et sorties d'air. Car le volume d'air de ces maisons est renouvelé 12 fois par jour. 2 fois plus que dans une maison dite traditionnelle. Mais on fait exactement la même chose. L'air, on l'inspire, on l'expire. Et on expire de l'air vicié. La différence avec ces maisons, c'est que c'est la ventilation mécanique contrôlée, la VMC, qui aura ce rôle, cette fonction. Mais elle ne va pas simplement extraire l'air chaud, elle va renouveler l'air, mais elle va aussi en capter les calories qui vont en sortir pour les réinjecter dans la maison. On a également, le dernier point, c'est l'étanchéité à l'eau, qui fait aussi partie de l'étanchéité à l'air. Car il faut qu'on puisse laisser sortir la vapeur de ces maisons. Et on a le bon exemple avec notre peau. Notre peau laisse sortir la vapeur, mais ne la laisse pas rentrer. Et ça, c'est un élément qui est essentiel dans ces bâtiments passifs. Ce que nous disent à chaque fois les clients quand on va chez eux, c'est qu'il y a un ressenti qui n'est pas calculable, qui n'est pas explicable, qui n'est pas chiffrable. C'est le confort qu'il y a à l'intérieur. Car cette VMC double flux a aussi ce rôle de renouveler l'air, mais elle va aussi amener un taux d'hygrométrie constant, entre 50 et 60%. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on n'aura pas, ou très peu, de formation d'acariens. Donc, pas d'allergie. Et ils nous disent souvent, on va beaucoup moins chez le docteur. Vous étendez du linge le soir, le lendemain matin, il sera sec. Vous ouvrez un paquet de biscuits, vous le mettez sur votre table, de salle à manger, vous revenez 3 jours après, il sera sec. Dans une maison traditionnelle, vous pouvez avoir ce ressenti d'air lourd, pesant le matin, chargé en CO2. Dans ces maisons passives, vous ne l'aurez pas. Ce qu'il y a en commun pour moi entre les maisons passives et le compagnonnage, c'est qu'on a tous besoin d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en autres. Aujourd'hui, sur le territoire, on a des artisans qui savent construire des maisons passives. Mais plus que ça, on a des apprentis, des petits lapins, à travers tout le territoire, qui ne demandent qu'une chose, c'est qu'on soit là pour leur transmettre un métier, pour leur donner un métier, leur donner leur chance. Et pourquoi on continue à faire des maisons qui consomment? Quand j'étais lapin, mes anciens me disaient « Bon Dieu, lapin, pourquoi tu fais mal alors que tu sais bien faire ?» Je terminerai avec cette petite phrase. L'énergie la plus propre et la moins chère est celle qu'on ne consomme pas. Merci.